L'accouchement prématuré, ça a toujours été un grand souci pour l'obstétricien et un gros problème pour le pédiatre. Je dis pédiatre parce que les néonatologistes, quand même, ne sont pas fréquents en Tunisie. On a un sérieux problème, la prématurité, dans la mesure où les unités de néonatologie ne sont pas fréquentes dans notre pays. Ça se compte sur les doigts dans le secteur public. Dans le secteur privé, ils ne sont pas aussi fréquents, mais on est confronté en plus à un problème qui est le coût, un coût qui est exorbitant dans les unités néonatologie dans le secteur privé. C'est pour ça que la prématurité, c'est un sérieux problème dans notre pays. Et je crois que le meilleur moyen pour faire face à ce problème-là, c'est la prévention. C'est pour ça qu'on va commencer avec la première communication. Un élément prédictif qui paraît important, c'est la mesure de la longueur du col de l'utérus. Faut-il le faire toujours à 22 semaines d'aménorrhée? Je vous remercie. Bonjour à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. Je commence par me présenter. Je suis le docteur Benar Molanis. Je suis agrégé en gynécologie obstétrique à l'hôpital Montgislim, à la Marsa. Et je remercie tout le comité d'organisation et tout le bureau de la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de m'avoir donné ce sujet. Faut-il mesurer systématiquement la longueur du col à 22 semaines? Alors, pour introduire un peu le sujet, tout d'abord, pourquoi cette question? Parce que les accouchements prématurés avant 37 semaines, et on va certainement en parler après, c'est la principale cause de décès et d'invalidité des nouveau-nés, concerne 5 à 18%, si ce n'est plus, des grossesses. Une cause importante de morbimortalité avec des séquelles qui vont être psychomotrices, visuelles et respiratoires. Et en tant qu'obstétricien, on va prendre notre boule de cristal et on va essayer de deviner le devenir d'une grossesse. Est-ce que cette patiente va accoucher prématurément ou pas? Et je peux vous dire que de temps en temps, ça ressemble vraiment à une boule de cristal. Alors ce syndrome, entre guillemets, de l'accouchement prématuré, ça a bien été démontré que c'est vraiment un modèle multifactoriel. Cet accouchement spontané va résulter d'une activation pathologique de plusieurs événements anatomiques, physiologiques, endocrino, immuno et cliniques. Et donc, ça implique que ce raccourcissement du col, qui certes est un élément important, peut être souvent un signe précoce et un simple signe précoce avant tous les processus anormaux qui conduisent à un accouchement prématuré. Alors, comment pouvoir prévenir, prendre cette boule de cristal, pouvoir éviter ces accouchements prématurés? Alors, il y a beaucoup de méthodes, elles ne sont pas toutes parfaites. Parmi elles, cette fameuse mesure de la longueur du canal cervical, du col de l'utérus par l'échographie, qui a été une grande avancée en vrai dans la prise en charge, dans la prévention et la prise en charge des accouchements et des menaces d'accouchement prématuré, et qui est largement utilisée. Et en fait, le but, c'est vraiment de faire la part des choses entre les patientes qui vont accoucher à terme et celles qui vont accoucher en préterme. Et donc, c'est une balance et un équilibre vraiment très précaire entre faire trop ou pas assez, traiter avec un traitement préventif efficace correctement les patientes qui sont vraiment à risque et éviter des traitements intempestifs et des hospitalisations qui servent à rien avec beaucoup d'effets indésirables et bien sûr des dépenses inutiles. Alors, ce serait vraiment simple si je pouvais répondre à cette question. Faut-il mesurer systématiquement la longueur du col à 22 semaines? Si je pouvais répondre par oui ou par non, mais ce n'est pas aussi simple. Alors, on va décortiquer la question. Alors, faut-il d'abord, donc, est-ce qu'il y a des recommandations, des guidelines? Mesurer, alors comment mesurer la voie, la technique, répéter ou une seule mesure, la variabilité, la reproductivité de cette échographie du col versus le toucher vaginal, parce que nous, on est cliniciens et on sait qu'en matière de col, qu'on le veuille ou pas, le toucher vaginal est un gold standard. Alors, systématiquement, est-ce qu'on va dépister le tout venant, toutes les patientes, ou est-ce qu'on va avoir une population cible avec des antécédents et des facteurs de risque? Ensuite, cette longueur du col, quel va être son seuil? Est-ce que cette longueur suffit ou est-ce que l'ouverture de l'orifice interne, par exemple, est importante ou est-ce qu'il y a vraiment d'autres critères? Est-ce que juste la longueur est suffisante? Et ensuite, à 22 semaines, est-ce qu'on va le faire en même temps que l'échographie morphologique? Selon qui? Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus? Et est-ce que si on le fait avant ou après, est-ce que peut-être c'est pas plus efficace? Donc, on va essayer de voir un peu tout ça.
Et surtout se poser la question, est-ce que vraiment cette échographie du col à 22 semaines est-elle vraiment prédictive ou préventive de l'accouchement prématuré? Et on va commencer par cette question-là. Est-ce vraiment prédictif ou préventif? Alors là, l'encre a beaucoup coulé. Il y a eu énormément, et elle continue d'ailleurs à couler parce que tout le monde n'est pas encore d'accord. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis une bonne quarantaine d'années, il est établi que le risque d'accouchement prématuré est inversement proportionnel à cette longueur du col mesurée en échographie. Il y a vraiment une relation significative entre un col court et un accouchement avant 35 semaines. Cette relation, par contre, elle est continue, donc le seuil vraiment du risque reste encore vraiment à déterminer. Et c'est une constatation qui a été confirmée par beaucoup d'études. Et si la mesure de la longueur du col ne permet pas vraiment de prévoir la naissance prématurée, elle permet quand même de stratifier un niveau de risque. Et c'est important pour nous pour pouvoir peut-être utiliser des thérapeutiques préventives. Donc en fait, il faut savoir que plus le col est court précocement, plus le risque d'accoucher prématurément est important. Donc, depuis bien avant les années 2000, ceci a bien été démontré avec des études sur d'abord des populations à risque, ensuite des populations vraiment plus générales. Mais est-ce que c'est vraiment préventif? C'est-à-dire, est-ce que vraiment, si je sais que cette patiente a un col court, est-ce que je peux vraiment prévenir cet accouchement prématuré? Ou est-ce que le fait de le savoir ne me sert pas à grand-chose? Ou est-ce que vraiment je vais pouvoir agir là-dessus? Alors, réellement, pour pouvoir prévenir un peu l'accouchement prématuré, il faut vraiment dépister beaucoup de femmes avec un nombre relativement faible, finalement, d'accouchements prématurés. Donc, en fait, si le nombre nécessaire à traiter est faible, 7 à 13%, le nombre nécessaire à dépister va être de 400 à 588 patientes, par exemple. Donc, si le col est court, il faut aussi se poser la question, par quoi le prévenir? Donc, je me suis dit, oh super, il y a une revue, il y a une méta-analyse, et finalement, cette méta-analyse a évalué l'efficacité des mesures de cette longueur cervicale dans la prévention de l'accouchement prématuré. C'est-à-dire, est-ce que si le fait de connaître la longueur du col, au moyen de l'écho, affectait vraiment le taux d'accouchement préterme? Eh bien, en fait, ils ont finalement conclu qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour pouvoir dire symptomatique, que ce soit chez les patientes symptomatiques ou asymptomatiques, pour pouvoir dire est-ce que vraiment cette patiente va accoucher prématurément, et de prévenir vraiment. Prédire, oui, prévenir, pas encore suffisamment sûr. Alors, commençons d'abord par le plus simple, comment mesurer donc la longueur du col. La longueur du col, il y a 3 moyens de la mesurer, par voie endovaginale, par voie transabdominale ou par voie transpérinéale ou translabiale, qui est un peu la moins étudiée quand même. Alors l'écho endovaginal, tout le monde est d'accord, c'est vraiment le gold standard. Les études faites sur toutes les thérapeutiques préventives se basent sur cette mesure d'écho-col sur l'échographie endovaginale. La voie abdominale, elle est influencée par beaucoup de choses, l'obésité, la position du col, la vessie, la présentation fœtale, et elle a tendance à allonger cette mesure. Mais, donc, pour pouvoir vraiment identifier à l'écho endovaginal un col court, en fonction du seuil qu'on utilise en transabdominal, on ne va pas avoir le même pourcentage de certitude. Donc, maintenant aussi, dans une ère où on parle beaucoup de violence obstétricale, une patiente qui vient à 22 semaines pour savoir le sexe de son enfant et savoir s'il a 5 ou 6 doigts à chaque main, bah, lui dire « Allez, madame, écho endovaginal », elle va vous dire « Mais allô, pourquoi ?» Donc, toutes les sociétés qui vont penser à recommander l'écho endovaginal systématique à 22 semaines vont demander un consentement en plus du consentement de l'échographie morphologique, juste pour cette voie endovaginale. Donc, se poser quand même certaines questions. Sur le plan de la voie translabiale, elle n'est pas assez précise et elle est encore peu étudiée. Donc on voit que la voie abdominale a vraiment une valeur prédictive plus faible que l'écho endovaginal. Et si à la voie abdo, on considère un col court à 25 mm, eh ben on ne détectera que 10% des vrais cols courts. Donc, est-ce que vraiment, pour se dire que je fais une transabdominale, comme certaines sociétés, on va le voir, le recommandent, et si le col est court, je fais une endovaginale pour être certaine de cette longueur, ça se pose comme question. Et vraiment, plusieurs études ont montré ça. Alors, est-ce qu'on mesure une seule fois à 22 semaines ou est-ce qu'on fait une surveillance et des mesures répétées tous les 15 jours, tous les mois, enfin voilà. En fait, le raccourcissement progressif de la longueur cervicale en écho endovaginal au fil du temps est bien sûr associé à un risque plus accru d'accouchement prématuré. Et le changement de cette longueur entre 24 et 28 semaines est significativement associé à un risque d'accouchement prématuré indépendamment de la valeur initiale.
Et plus le col se raccourcit, plus bien sûr on a un risque d'accouchement prématuré, que ce soit en valeur absolue ou en rythme, en périodicité, c'est-à-dire 1 mm par semaine ou 2 ou 3 mm par semaine. Et donc, mais finalement, si on voit les études et on fait une revue systématique là-dessus, les changements de longueur en fonction du temps ne peuvent pas être vraiment cliniquement utiles actuellement. Une seule mesure semble être plus précise et beaucoup plus rentable. Alors la variabilité et la reproductibilité de cette mesure de longueur du col, alors c'est très bien reproductible. Il y a une faible variabilité inter- et intra-observateur, donc a priori pas de problème avec l'échographie du col. Alors toucher vaginal ou échographie, là les études ont montré que la longueur cervicale mesurée par écho endovaginal avait une meilleure prédiction que le toucher vaginal, surtout parce que ça nous permet d'évaluer la vraie longueur, parce que quand l'orifice interne est fermé, on ne peut pas cliniquement y accéder et avoir la vraie longueur de ce col. Et donc, il y a bien sûr une meilleure reproductibilité, puisque ce n'est pas aussi subjectif qu'un toucher vaginal qui est vraiment très opérateur dépendant, surtout au deuxième trimestre. Passons maintenant à la question du seuil. Pour dire un col court, mais c'est quoi un col court? 15 mm, 10, 20, 25, 30. Alors là, chacun y met un peu de sa sauce. Et donc cette précision prédictive de la longueur du col est principalement liée à ce cutoff, mais elle reste vraiment très variable. Je vous donne un exemple. Pour une longueur de col inférieure à 25 mm, la sensibilité pour un accouchement prématuré peut passer de 6 à 76%, ce qui est énorme quand même, en fonction des études. Donc même pour un même seuil, les études ne trouvent pas du tout les mêmes pourcentages. Une étude un peu phare, qui était prospective, multicentrique, sur à peu près 3000 femmes, avait montré qu'à 24 semaines, seuls 10% des femmes avaient une longueur de moins de 26 mm. Le risque d'accouchement, bien sûr, était inversement corrélé à cette longueur du col. La longueur du col de moins de 26 mm avait une meilleure valeur prédictive à 24 semaines qu'à 28 semaines, mais elle restait faible. Il faut savoir aussi que seulement 18% des femmes avaient une longueur cervicale inférieure à 25 mm à 22 et 25 semaines, et seul 1,7% avaient une longueur inférieure à 15 mm. Mais celles-là, dans 86% des cas, ont accouché avant 28 semaines et dans 58% des cas, ont accouché avant 32 semaines. Donc, les seuils apparaissent un petit peu différents. Et quand on regarde vraiment les revues de la systématique, que ce soit en population générale, vous voyez que les seuils sont différents dans les études et les valeurs prédictives sont vraiment très différentes, que ce soit en population générale ou, par exemple, dans un groupe à risque tel que les grossesses gémellaires quand elles sont asymptomatiques. Vous voyez, c'est vraiment disparate et vraiment pas évident d'avoir ni le même seuil, ni la même valeur prédictive positive. Et donc, Salomon a proposé des ABAC, et donc de considérer la longueur du col en fonction du terme de la grossesse, en percentile, pourquoi pas, on a l'habitude des courbes de croissance, mais ce n'est pas encore suffisamment utilisé dans les recommandations. Finalement, quand on lit beaucoup, et quand on voit les guidelines sur le plan international, le cutoff le plus utilisé, c'est 25 mm. Mais il n'y a pas que cette longueur du col qui compte. Est-ce qu'il y a un entonnoir? Mais ce n'est pas assez précis pour prédire l'accouchement prématuré, même si on a tendance à le penser. On se dit toujours, ah, elle a un entonnoir, c'est plus sévère, il faut l'hospitaliser. Mais pas suffisamment reproductif, en fait. Et donc, l'entonnoir en lui-même, il est corrélé à un col court. Donc, tu auras un col plus court de toute façon. Du coup, l'entonnoir tout seul ne veut pas dire grand-chose. Un sludge de liquide amniotique au niveau de cet orifice interne, c'est corrélé à un col court, c'est corrélé à un accouchement prématuré plus tôt, mais c'est vraiment un facteur indépendant. Maintenant, il y a l'élastographie du col, et je pense que Dr Mbal qui va nous en parler beaucoup plus, mais ça nous permet de voir les cols mous, et on sait que c'est vraiment plutôt pas mal corrélé en matière de sensibilité, de spécificité, et ça a l'air vraiment d'être prometteur. Ensuite, on peut aussi voir la consistance cervicale. Il y a eu des études sur le ratio entre le diamètre antérieur et postérieur du col avant et après exercice d'une pression. Mais en fait, la principale limite, c'est que cette pression, comment est-ce qu'on va la mesurer? En fait, en vrai. Donc cette pression est difficilement mesurable, mais plus tu appuies, plus le col se raccourcit, ce qui est un peu logique aussi.
Ensuite, il y a de nouvelles tendances avec l'atténuation acoustique qui en fait prend tout son concept du fait que, étant donné qu'il y a un remodelage cervical, donc il y a de l'hydratation, une désorganisation, et tout ça on peut le mesurer par cette atténuation acoustique, puisque l'amplitude du signal ultrasonore va, avec la distance du transducteur, être différente, mais cliniquement ce n'est pas vraiment encore valable. Il y a d'autres techniques qui ont mesuré, par exemple ici, la texture du col dans sa partie antérieure. Ici, on a mesuré et on a fait une volumétrie 3D des cols. Mais bon, tout ça, c'est encore du futur. Ce n'est pas encore vraiment ni validé ni utilisé en pratique courante. Alors, systématiquement maintenant, qui? Tout le monde? Toutes les patientes? Une population cible? Alors, le dépistage universel ou ciblé, c'est vraiment une grosse question et c'est la grosse question dans l'histoire. Il faut savoir que toutes les études ont souvent eu tendance à séparer les patientes en 5 groupes en gros. Il y a les populations symptomatiques, en menace ou en menace résolue, et ça, on ne va pas trop en parler parce que ce n'est pas dans la systématicité. Les grossesses multiples, qui est un facteur de risque bien reconnu, mais en fait, elles sont souvent incluses dans les patientes asymptomatiques avec facteur de risque, parce qu'il y en a d'autres, on va les voir, ou bien les populations asymptomatiques sans facteur de risque, donc de bas risque, et ça, c'est un peu plus la population générale. Alors, les facteurs de risque sont nombreux. Les plus cités sont la fausse couche tardive, les anomalies utérines, le traumatisme cervical, surtout par la conisation pour dysplasie, et les grossesses multiples. Et le dépistage universel peut être utilisé pour identifier les femmes asymptomatiques à risque d'accouchement prématuré. Ça donne une opportunité de leur offrir une prise en charge. Les défendeurs, en fait, vont se baser sur 2 grands essais et 2 analyses cost-effectiveness qui, en fait, ont démontré que donner une progestérone vaginale réduit le risque d'accouchement chez les femmes ayant un col court. Et, a priori, c'est rentable. Mais ça reste vraiment un sujet à débat. Mais la plupart des recommandations, on va le voir, vont dire recommander ou peut-être envisager. Ils ne se prononcent pas trop non plus. Quand on voit par contre pour les femmes avec des antécédents, donc des femmes considérées à risque, surtout l'antécédent d'un ancien accouchement prématuré ou une fausse couche tardive, c'est un des éléments les plus prédictifs et les plus forts. Et là, tout le monde est à peu près d'accord que c'est vraiment un consensus mondial. Quand on revoit les guidelines, ils sont à 70% d'accord que ces patientes-là doivent être dépistées pour nous permettre de stratifier le risque en fonction de leurs antécédents obstétricaux. Alors, les antécédents de conisation, c'est connu que les patientes qui ont même juste le CIN, pas encore la conisation, ont déjà un risque d'accouchement prématuré plus élevé. La conisation augmente encore plus ce risque. Le col est court et il se raccourcit beaucoup plus vite. Donc, il y en a quand même des données assez probantes pour pouvoir recommander un dépistage et même une surveillance. Ici, on va parler de mesures répétées pour ces patientes-là. Les patientes qui ont des anomalies utérines, alors ici, ça dépend beaucoup de l'anomalie. Les utérus cloisonnés sont beaucoup moins prédictifs d'accouchement prématuré que les utérus unicornes, par exemple. Les unicornes et les bicornes ont tendance à avoir des cols plus courts de base. Les didelphes et les cloisons, le col se raccourcit par contre plus tôt quand il y a vraiment un risque d'accouchement prématuré. Donc ici, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une longueur du col supérieure à 30 mm a quand même une valeur prédictive, mais ici négative de 100% chez ces patientes-là. Et la surveillance de cette longueur donc, semble jouer un rôle, mais les données ne sont pas encore vraiment probantes et surtout pas d'accord sur le seuil significatif. Alors les grossesses multiples, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a tendance à les considérer comme vraiment très à risque d'accouchement prématuré. C'est sûr que la longueur du col est plus courte que pour les singletons, avec une médiane à 35 mm vers 22 semaines. Et ensuite, les taux pour des patientes porteuses juste d'une grossesse gémellaire, alors d'avoir un col inférieur à 25 mm, on est à 16%, inférieur à 20 mm, on est à 8%, inférieur à 15 mm, on est à 5%. C'est pas beaucoup quand même. Est-ce qu'il faut vraiment toutes les dépister? Et final, qu'est-ce que tu vas en faire? Et c'est ça le problème. Et ensuite, alors la corrélation avec un accouchement prématuré, on va à des taux de 66 qui vont jusqu'à moins de 1% en fonction de la longueur du col qui va de 10 à 40 mm. Donc, pour les grossesses multiples, il y a eu 2 grandes méta-analyses qui ont montré finalement que les femmes asymptomatiques avec un col inférieur à 20 mm, c'est vraiment le seuil le plus précis pour prédire un accouchement prématuré avant 32 et 34 semaines. Et le dépistage entre 15 et 32 semaines, par exemple, ont une sensibilité, une spécificité de 30
à 94 et 94% pour des longueurs du col de 25 et de 20 mm. Donc, il ne faut pas que le seuil soit plus élevé pour ces patientes-là. Donc, finalement, ils ne sont pas tous d'accord, les données ne sont pas suffisantes et c'est recommandé par certains et pas par d'autres. Pour les patientes asymptomatiques, hein, on parle toujours. Alors maintenant, on va terminer par le 22 semaines. Alors, est-ce qu'on va faire cet écho pendant l'échomorpho, selon qui, et avant et après 22 semaines, est-ce que ça peut servir à quelque chose? Alors, on a regardé les sociétés échographistes. Alors, le Collège français, dans ses recommandations, il n'en parle pas vraiment. Il indique l'écocolle qu'en cas de menace et en cas de symptômes, ni T1, ni T2, ni T3, ils n'en parlent pas, ils ne se prononcent pas non plus, hein. Les guidelines de l'USIOG 2022, par contre, ils recommandent une mesure de la longueur du col par l'échographie est recommandée dans la population générale et des mesures répétées entre 16 et 23 semaines chez les femmes aux antécédents d'accouchement prématuré. Ça, c'est vraiment le 2022, parce que tu reviens à leurs recommandations d'il y a 2 ou 3 ans, ce n'était pas du tout comme ça. Donc, c'est vraiment nouveau. La FMF, par contre, ici, il propose une certification déjà pour la mesure du col, ce qui est très important parce qu'on ne doit pas le mesurer n'importe comment ce col, et il recommande systématiquement, lors de l'échomorphologique, la longueur cervicale en même temps. Alors, avant ou après 22 semaines, il faut savoir qu'entre 16 et 24 semaines, c'est le meilleur moment pour les femmes asymptomatiques qui ont des antécédents d'accouchement prématuré. Pas avant 16 semaines parce que le col n'a pas tendance à être court au premier trimestre, pas encore. Pas après 24 semaines parce que finalement, ça ne permet pas de prévenir l'accouchement prématuré, en tout cas pas suffisamment. Et puis la plupart des études qui parlent de traitement préventif se basent sur la mesure à 24 semaines maximum, donc finalement il faut le faire avant 24 semaines. Et pas de mesure de col en dehors de la grossesse pour dire, madame, vous allez avoir un accouchement prématuré lorsque vous allez être enceinte. Non, ça, alors là, tout le monde est d'accord, pas la peine. Donc vous voyez que, ici par exemple, cette étude a montré qu'avant 14 semaines, en fait, c'est vraiment pas du tout prédictif, cette longueur du col de l'accouchement prématuré. Finissons donc par voir les recommandations et les guidelines qui en fait sont très disparates, mais il y a une petite ségrégation, bon pas ségrégation, mais différence entre les francophones et les anglophones. Alors les francophones, donc l'HAS en 2010 a dit que l'écocolle avait un intérêt pour les patientes symptomatiques bien sûr, asymptomatiques avec facteur de risque identifié, mais pas d'intérêt ni chez les asymptomatiques, ni chez les grossesses gémellaires sauf les monocoriales, ni après 34 semaines, ce qui est logique aussi. Pour le CNGOF en 2016, à l'exception des patientes ayant un antécédent d'AP, les données n'étaient pas suffisantes pour recommander cette mesure systématiquement dans une population à haut risque asymptomatiquement. C'est-à-dire que cette politique n'a jamais démontré son intérêt dans la prévention de l'accouchement prématuré, dans la réduction de la morbimortalité. Donc ils ne réfléchissent pas juste risque, ils réfléchissent conséquences. Et le dépistage universel pour eux pourrait être envisagé, mais pas vraiment mandaté universellement, donc débrouillez-vous, faites comme vous voulez. Les Belges, ils ne le recommandent pas, ça c'est sûr. Alors les Américains, que ce soit la Société for Maternal Fetal Medicine ou bien le Collège américain, ils le recommandent par contre, et c'était presque les premiers à le recommander, pour les patientes avec facteur de risque, un dépistage systématique entre 16 et 24 semaines et puis toutes les 2 semaines. Et bien que le dépistage universel chez les femmes sans antécédent ne soit pas officiellement recommandé, une telle stratégie de dépistage peut être envisagée par chaque médecin. Et quand on vous dit dans des recommandations envisagées, la plupart vont le faire, parce que tu es un petit peu attiré vers ça. L'ISUOG, comme on a dit, à part le fait de le recommander, il limite le seuil à 25 mm, le consentement de la patiente, un opérateur entraîné, donc certifié comme la FMF, et il donne aussi le traitement progestérone vaginale en population générale si le col est court, et cerclage s'il y a un antécédent d'accouchement prématuré. Ça, c'est vraiment en 2022. Alors la FMF, elle propose carrément un score, en fait un calculateur de risque d'accouchement prématuré qui est en ligne. Dès que tu es certifié, que tu as eu ton cours sur l'écocolle, tu as accès à ce calcul. C'est comme pour la clarté nucale. Et en fait, vous voyez, on va introduire, si on a un facteur de risque, est-ce que la patiente est nullipare et est-ce qu'elle a des antécédents d'accouchement et à quel terme. Et ensuite, on va introduire la longueur du col, comme ici, par exemple, j'ai mis nullipare 22 mm. Vous voyez, j'ai des risques
à 28, 31, 34 et 37 semaines qui vont de 0,5 à 8,8%. Et si on regarde ici, où j'ai mis une patiente avec un antécédent d'accouchement entre 24 et 33, avec la même longueur du col, on a des pourcentages bien plus élevés, ça se calcule tout seul. Mais qu'est-ce qu'on pourrait en faire après, à part la progestérone vaginale? C'est ça la question. Alors, le Royal College néo-zélandais et australien, ici, ils ont du mal avec les condovaginales systématiques et donc ils proposent de faire une transe abdominale et si le col est court mais ils ont augmenté le seuil de 36 mm, là on fait l'endovaginale parce qu'elle sera indiquée et pas vraiment systématique. Donc pourquoi pas le faire de cette façon. Les Canadiens, alors un peu entre l'anglophone et le francophone, ils ne se prononcent pas. Ce n'est pas recommandé, mais le médecin peut le faire s'il a envie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ils ne se prononcent pas, ils sont restés un peu entre les Anglais et les Français. Et les condovaginales, pour eux, c'est la voie privilégiée pour le faire. Alors, finalement, quelle est la vraie question de tout ça? J'ai un col court à 22 semaines chez une patiente sans antécédent. Qu'est-ce que je fais? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que je peux faire? Dr Mbark va certainement nous en parler beaucoup plus, mais je vais donner juste deux petites choses. On va avoir des traitements curatifs, des traitements relais, des traitements préventifs, il y en a plein. Mais vraiment, la seule chose sur laquelle j'avais envie d'insister, c'est que le bed rest ne sert à rien. Le repos, on passe 6 mois allongé, on se prend une thrombose, ça ne sert à rien. Et ça, tout le monde est d'accord. Tu continues à vivre normalement, ça ne veut pas dire que tu montes l'Everest, mais quand même, tu continues à vivre, tu continues à travailler. Au contraire, ça donne beaucoup plus de stress, beaucoup plus de thrombose, bien sûr, et beaucoup plus d'atrophie musculaire et de problèmes pour ces patientes qu'on hospitalise parfois pendant des mois et qui sont allongées les pieds sur un oreiller pendant presque la moitié de leur grossesse. Ça, c'est sûr que non. Le cerclage éco-indiqué, alors, c'est un petit peu discuté. Alors, en cas de col court, grossesse monofœtale sans antécédent, il n'est pas recommandé, ça c'est sûr. En cas d'antécédent, là, la plupart le recommandent, mais à partir de quel seuil? Ça dépend. En cas de col court sur grossesse multiple, il n'est pas recommandé et même c'est un sur-risque. C'est-à-dire que si tu as un col court, une grossesse gémellaire à 22 semaines et que tu la cercles, tu as un risque d'accouchement prématuré qui augmente. Et ça, la plupart sont d'accord là-dessus. Et donc Nicolaides a montré que le cerclage n'améliore pas le pronostic obstétrical quand l'indication est posée sur un col pourtant de moins de 15 mm. Et pourtant, ce cerclage n'aide pas à 22 semaines. La progestérone retard, la plupart sont d'accord que ce n'est pas recommandé. Par contre, la progestérone vaginale, c'est la plus prometteuse. Et la plupart des études, et ce qui est en train de sortir maintenant, tout ce qui est essai, etc., c'est la progestérone vaginale. Et ça a l'air d'être vraiment prédictif. Mais on se pose la question, dans nos prescriptions, est-ce qu'on n'a pas une bonne moitié de patientes qui sont déjà sous progestérone vaginale? Est-ce que vraiment cette écocole va changer quelque chose si elle est déjà sous progestérone vaginale? Je vais juste avoir un facteur de stress au-dessus de ma tête et sans vraiment savoir quoi faire. Mais ça, la progestérone vaginale, c'est vraiment la plus prometteuse quand même. Le PCR, alors les données sont encore trop contradictoires pour pouvoir dire est-ce que vraiment ça fonctionne. Donc à vos stylos et faites vos études. Alors pour conclure réellement, faut-il des guidelines pour nous dans nos conditions? Dans notre néonatologie, on va en parler, dans nos conditions sanitaires, il faudrait qu'on en fasse vraiment. Les condovaginales, est-ce qu'on fait une présélection par voie abdominale? Ça peut se poser comme question. Alors, universel, ils ne sont pas d'accord, mais la tendance va vers le oui quand même. Pour les facteurs de risque, tout le monde est d'accord qu'on doit dépister le col, ça, oui. Le cut-off, le plus utilisé, c'est 25 mm. Ensuite, le faire avec l'échographie morphologique. L'ISUOG, la FMF, oui. Le CFEF, non. On ne parle pas vraiment. Et donc, nous, il faudrait se poser la question et avoir nos propres recommandations là-dessus. Finalement, pour conclure, en dehors de l'administration des corticoïdes et du sulfate, les outils diagnostiques ou les traitements préventifs, désolé Chaouri, je vais un peu casser ta présentation, mais finalement, dans les dernières 30 ans, tout ce qu'on a pu mettre en œuvre n'a pas vraiment aidé et n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, en tout cas, en matière de prévention de prématurité, que ce soit nous en tant que médecins ou les patientes et leurs familles. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Dr Ben Amour, pour cet exposé très clair et cette revue
complète de la littérature. C'est excellent, je dirais. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je demande pour la place des inhibiteurs calciques dans la prévention d'accouchement prématuré, si jamais on dépiste un col court ou... Alors, ils n'en parlent pas du tout. En tout cas, dans le dépistage des cols courts, ils ne parlent pas du tout d'inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, c'est en cas de patiente vraiment en menace, symptomatique, pas dans le dépistage. C'est ce qui est, en tout cas, jusque-là reporté, mais je pense que Dr Mbak va en parler un peu plus. Oui. Après le dépistage, c'est-à-dire si on fait le dépistage... Mais le col court n'est pas considéré comme une symptomatologie. Tant que la patiente ne contracte pas, le col court, wahdou, ce n'est pas un symptôme. Justement, c'est ça qui est important. Là, les patientes symptomatiques, c'est-à-dire elles sont vraiment en menace, par définition, c'est les contractions utérines avec modification cervicale. C'est avoir les deux, pas seulement la modification cervicale wahada. Ça ne veut rien dire. Donc, je considéré comme symptôme. Donc, les inhibiteurs calciques, ils n'en parlent pas dans la prévention suite juste à un col court chez une patiente. J'ai un phycomorpho, la besarlienne. Ok, merci. Docteur Saïd. Merci Anissa pour ton excellent exposé. Mais j'ai écouté quand même une bonne partie. Je voudrais juste rappeler que le col chez la femme enceinte s'allonge physiologiquement de 5 à 10 mm en cas de grossesse normale. Le col chez la femme enceinte s'allonge. هذا معناه ما فيش. هذا أولاً. ثانياً, quand on considère un col utérin, il faut se rappeler que ce col utérin est composé de deux parties. Une partie intravaginale et une partie supravaginale. Et cette partie supravaginale ne se voit pas au spéculum. On doit l'explorer obligatoirement par voie endovaginale, à vessie vide. Et c'est en mesurant les deux parties, supravaginale et intravaginale, qu'on apprécie correctement la mesure du col utérin dont le cutoff a été précisé justement à 25 mm. هذا أولاً. ثانياً, la dose, vous nous avez dit que le meilleur médicament pour le moment, on a validé ou là, c'est la progestérone micronisée par voie endovaginale. Ma question, quelle est la dose? Et vous avez dit il faut le terminer jusqu'à la 36e semaine d'aménorrhée. D'abord, quelle est la dose? باش نوصلوا بها ل 36 semaines d'aménorrhée. Est-ce qu'il y a une opportunité de faire une corticothérapie anténatale ou elle? Alors, merci. Alors, pour la progestérone vaginale, c'est 200 mg, mais c'est vrai que je ne voulais pas m'attarder sur le traitement parce qu'on va avoir le cours de Dr Mbak, enfin la présentation de Dr Mbak qui va parler de tout ça. À titre préventif. À titre préventif. Donc, non, parce qu'il va faire la nouveauté dans la prévention des menaces d'accouchement prématuré. Donc, j'ai supposé qu'il allait le faire. Parce que moi, ma présentation, c'est échographie du col systématique ou pas à 22 semaines. Donc déjà, je me suis un peu allongée quand j'ai parlé du traitement, donc je n'y suis pas allée en détail. Mais ce qui revient, c'est la progestérone avec un dosage de 200 mg par jour jusqu'à 36 semaines. Et il ne parle pas de corticoïdes parce que ce n'est pas des patientes symptomatiques pour eux. Les corticoïdes, c'est quand il y a des contractions et un risque imminent d'accouchement prématuré. Ce n'est pas juste des cols courts dépistés spontanément à 22 semaines. Voilà. Justement, un titre de 22 semaines, ماهوش أحسن éventuellement on pratique une écho endovaginale à 13 semaines? Non, je l'ai dit en fait au début, je pense que vous n'étiez pas encore là. Au premier trimestre, les cols n'ont pas du tout tendance à se raccourcir et ça se fait surtout au deuxième trimestre. C'est pour ça que faire l'écho-col à 14 semaines a une valeur prédictive positive vraiment très mauvaise par rapport à celle à 24 semaines. Et d'ailleurs, même par rapport à 28 semaines, 24 semaines khir en matière de prédiction et de risque d'accouchement prématuré. Barakallahu fik.